Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette capsule vidéo, je vous partage une rencontre avec Monsieur le ministre Riyad Mansour, ministre de l'Industrie et du Commerce, que notre faculté a eu le plaisir d'accueillir dans le cadre d'une conférence débat autour des perspectives du développement industriel au Maroc. Je vous laisse découvrir quelques extraits. Des prix de pétrole à 200, à 300, on était dans une situation de fou. Donc, on s'est dit, les prix de pétrole allant graduellement à la hausse, à un moment ou à un autre, dans les 20 ans ou 25 ans de contrat, la péréquation se fera. Deuxième chose, on construisait nos capacités énergétiques au fur et à mesure avec des technologies de plus en plus compétitives pour assurer cet équilibre-là. 51 milliards de chiffre d'affaires par rapport à ces produits. Sur les 17 milliards que nous avions estimé que nous pouvions exporter en fonction des marchés cibles, 66,4 milliards dans les business plans que nous avons aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant, ça a attiré beaucoup de gens et ça a permis l'intégration du capital marocain. Sur ces 900 projets, plus de 30 milliards d'investissements. Je fais d'investissement 33 milliards, c'est ça 33 milliards. Sur les 33 milliards d'investissements, 90% appartiennent à du capital marocain. Et je ne fais pas de différence, je ne fais pas de racisme sur le capital, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais c'était un défi que nous avions. On nous disait, tous les mécanismes que vous aviez sont faits pour les étrangers. Vous les protégez, vous les prenez en charge. On n'a jamais écrit un mécanisme, on a dit l'interdit au Marocain. Je dirais de stratège. Rien ne se fait sans stratégie, sans vision. Ça, c'est un message fort de votre part. Le deuxième, c'est par rapport bien sûr à cette manière qui est tout à fait fondée, tout à fait bien orchestrée, bien architecturée, d'imaginer l'industrie et de la mettre en œuvre dans notre pays. Je pense que c'est très important. Votre exposé était extraordinairement révélateur de cette adaptation, de cette capacité d'adaptation et surtout, je dirais, un effet d'apprentissage des leçons du passé. Et voilà, nous voilà au Maroc en train de repenser l'industrie lourde, de repenser l'investissement dans l'industrie lourde. Je prends également, je dirais, les chiffres, qui sont des chiffres exclusivement pour l'Axe, bien sûr les 900 projets bien sûr, pour un volume de 51 milliards. Donc il y a effectivement du volume, et il y a de l'innovation parce que j'ai retenu que vous avez laserisé, hein, si je pense, si j'ai bien compris, toutes je dirais, ces cibles d'investissement, pièce sous pièce. Et merci beaucoup aujourd'hui également pour l'exclusivité pour cette conférence. Vous nous avez enfin expliqué, et tu sais que lorsque j'étais en train de parler tout à l'heure, si Youssef, en préparant cette conférence, c'est quoi le taux d'intégration industrielle? Merci pour la réponse. Nous comprenons aujourd'hui c'est quoi le taux d'intégration industrielle qui a suscité autant de débats, comme vous l'avez si bien dit. Un message très fort également, c'est l'intégration du capital marocain. Et là, monsieur le ministre, je crois que nous allons voir, je ne peux pas piétiner sur les territoires des professeurs ni des intervenants, mais je pense que c'est un sujet qui est à la fois un sujet de compréhension de ce que permet le gouvernement et ce que propose le gouvernement, mais également un sujet d'ordre culturel, hein, d'ordre, je dirais, voilà, est-ce qu'aujourd'hui nous avons un capital qui est prêt à prendre, à faire le pas pour l'industrie. Et un dernier point, cher monsieur, qui me semble être également très important, c'est que vous êtes en train de repenser l'industrie à 360 degrés. Elle est tellement brillante, votre intervention, que je suis gêné. Je me demandais pendant que vous parliez si je pouvais me permettre d'intervenir, sachant, et vous me connaissez, que j'ai un point de vue, du moins au niveau de certains éléments, différent du vôtre. Alors, puis-je me permettre... Alors, puis-je me permettre... Ah, si vous pouvez éviter, moi ça m'arrange. Bon, je commencerai par dire que, en fait, il est évident qu'il y a une vision. Il y a toujours eu une vision, une stratégie industrielle. Le problème n'est pas de se poser la question si cette vision existe ou pas, s'il y a stratégie ou pas. Le problème est de se poser la question suivante: quelle est la finalité de cette vision? Quelle est la finalité de cette stratégie? C'est là le vrai problème. À partir de là, on peut se poser un certain nombre de questions sur
le contenu des stratégies. Nous avons eu, historiquement parlant, une stratégie basée sur l'import-substitution que vous avez requalifiée de souveraineté industrielle. Vous n'aimez pas tellement le concept d'import-substitution. D'accord. C'était pour le balayer. D'accord. D'accord. Puis après, bon, on est passé à une stratégie qui cherchait à accroître notre offre-export. Puis, on a intégré le processus de mondialisation en adoptant une stratégie industrielle cherchant à développer l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring et d'autres secteurs. Cela a donné de très bons résultats. En fait, en vous écoutant, on peut se dire que tout va bien. Tout va très bien. On est sur la bonne voie, tout va bien et à tous les niveaux. Je confirme. Alors, je commencerai par une chose. Cette semaine, Monsieur le Ministre, vous avez procédé, ou la semaine dernière, je pense, à la signature de 8 conventions pour 1,7 milliard de dirhams, générant en principe 12 000 emplois. Vous avez aussi procédé à la signature de 7 conventions pour 320 millions de dirhams, générant 4 200 emplois. Et vous avez signé 13 conventions avec les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques pour un montant de 1,7 milliard de dirhams. Pour l'agroalimentaire, 1,2 milliard de dirhams, générant 1500 emplois directs et 2400 indirects. Et pour le secteur pharmaceutique, 531 millions, générant 280 emplois directs et 300 emplois indirects. Mon actualité, excusez-moi. Voilà. C'est vous dire, c'est le fait que vous portez d'ailleurs un joli prénom, c'est nous avons le même. Heureusement, j'ai ça. Là, c'est pas mal. Alors, et c'est là où... Fallait pas consolider. Vous avez dit. Alors, le problème est le suivant. Pourquoi je vous parle? C'est des investissements très importants, c'est vrai. Mais en fait, l'impact sur l'emploi me semble très faible. Il me semble très faible, tout simplement parce qu'il s'agit d'investissements capitalistiques. Et là, vous avez parlé tout à l'heure du futur développement de l'industrie lourde. Et là encore, c'est des industries capitalistiques. Quand je prends ce document du ministère de l'Emploi, pour les statistiques de l'emploi 2018-2019, je constate un certain nombre de problèmes qui me semblent très importants. Il y a 68,2% des chômeurs qui recherchent un emploi depuis plus d'un an. Il y a 36,2% des chômeurs qui le sont en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'activité de l'organisation employeur. 18-19. Avant la pandémie. C'est la préhistoire. Oui, d'accord. Là, on Il y en a plus même. Ah, d'accord. Et je vois le volume. Poste d'emploi créé dans l'industrie, 17 000. Et l'artisanat. Industrie et artisanat, Ouais, 17 000. Et le secteur des services, 267 000. Et bâtiments travaux publics, 21 000. Alors, cela me pose un problème. Quand on pense, quand on réfléchit, quand on définit la stratégie industrielle, à quoi fait-on explicitement référence? À quel type d'entreprise nous nous intéressons et à quel type d'entreprise nous devrions nous intéresser? Si on s'intéresse à des entreprises de grande taille, et c'est le cas dans le domaine de l'automobile, l'aéronautique, non, mais je reviens à... Le coût de l'emploi créé, quand je prends les statistiques de l'activité et de l'activité la semaine dernière, varie entre 100 000 à 300 000 dirhams par emploi créé. N'y aurait-il pas lieu de mettre en place aussi aujourd'hui une stratégie qui accorde un peu plus d'importance à la PME? Et par rapport de cette stratégie industrielle, les 900 projets dont vous parlez, qui sont en train de naître, sont tout à fait nouveaux, ils ne sont pas encore nés.
Je pense. 150. 150. 150 sont quand même pour un an et demi. Oui, quand même pour un an et demi. Mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser autrement à l'industrie en donnant plus d'importance à la PME? Parce que la PME est, de par sa nature, une structure qui dispose de plus de capitaux et qui peut créer plus d'emplois. Les investissements qu'elle va réaliser sont faiblement capitalistiques et fortement utilisatrices de main-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas des autres. De plus, il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 70% des demandeurs d'emploi n'ont aucune formation, aucune qualification. Et donc, tous ces chômeurs-là, qui sont tous ces pères, toutes ces femmes, tous ces hommes demandeurs d'emploi, ne peuvent travailler dans les structures utilisatrices de technologies, entre guillemets, modernes. L'attractivité. Deuxième, c'est la concurrence. Troisième point, c'est la politique foncière liée bien sûr à l'industrialisation. Et quatrième point, c'est la nouvelle charte d'investissement. Et puisque le temps qui m'a été imparti par cette enquête-là, bien sûr, traiter les 4 points, je vais me contenter de soulever 2 points. Le premier, c'est la flexibilité de la réglementation de travail. Le NLP, c'est-à-dire avec les Marocains, pour les Marocains. C'est peut-être là le point que le staff du FMI, dans leur dernier rapport, n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre. Ça, je ferme la parenthèse. Alors, l'AMD a proposé comme choix stratégique la mise en place d'une économie compétitive. Et parmi les axes qui ont été proposés, c'est le choc, réaliser le choc compétitif. Parmi les propositions faites à ce niveau-là, c'est assouplir le code de travail marocain. C'est un code de travail qui est protecteur, très protecteur, et s'aligner sur les normes internationales, notamment au niveau du licenciement, l'indemnisation, le recours à des CDD. Alors, comment voyez-vous, monsieur le ministre, c'est-à-dire dans la perspective d'assouplir notre réglementation du travail, la position du Maroc à ce niveau, bien sûr, figer le tissu social face à la concurrence internationale. Sur le régime, plutôt la politique foncière au Maroc, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche un foncier de qualité en termes de services, de gestion et de connectivité. Qu'est-ce qui se passe avec les USA et qu'est-ce qui se passe avec Israël? Avec l'Union européenne d'abord, puis Israël ensuite. Donc, pour faire simple, l'Europe c'est mon plus gros client. Et quand on fait le net flux avec l'Europe, parce que les flux d'Europe, c'est pas que la balance commerciale. C'est de la balance des services maintenant. Tourisme, et vous verrez que c'est déjà beaucoup plus équilibré que ça en a l'air. Zid le transfert des MRE, sur lesquels ils peuvent mettre quelques petits obstacles techniques qui pourraient les empêcher de nous envoyer de l'argent. Zid aller à les investissements et les aides, et vous verrez qu'on est largement excédentaire. C'est un. Donc il est hors de question que je renégocie quoi que ce soit. Je prie le bon Dieu pour que je ne renégocie rien. Voilà, pour faire ça. Deuxième point. Les États-Unis, pareil. On est dans une situation différente qui dépasse le cadre économique, où on cherche à apprendre à conquérir ce marché. C'est le vrai marché du futur. Proche. Le marché potentiel du futur, c'est pas forcément un marché, c'est plus une intégration économique à faire en Afrique, qui est un projet de très long terme, un projet d'un réel, voire de deux, pour faire cette intégration, mais nos futures parts de marché, c'est aux États-Unis qu'on les cherche, et c'est maintenant aux États-Unis qu'on est en train de les prendre. Et c'est une des opportunités énormes d'ailleurs, tant que ce que vous avez appelé, je ne suis pas économiste, je ne suis qu'ingénieur, ce que vous avez appelé la nouvelle division du travail. Je trouve ça élégant, aussi élégant et classieux que la substitution. Donc je me permettrai d'utiliser la nouvelle division internationale du travail. Ce que j'ai essayé d'expliquer maladroitement en plusieurs phrases, vous l'aviez déjà conceptualisé. Merci pour cette leçon d'économie. Donc la nouvelle division internationale du travail qui implique la guerre commerciale, etc., et puis la position
stratégique et toutes les orientations fait que on a beaucoup d'entreprises chinoises qui ont compris après la première vague. Ils ont compris, hein, ils se sont fait avoir dans la première partie de la guerre, là maintenant, économique avec les États-Unis. Là maintenant, ils sont en train de comprendre, on ne va pas nous la refaire. D'abord, les Européens ne vont pas nous le faire, donc on va aller s'installer chez eux. On va aller s'installer chez eux, acheter des usines chez eux, en construire chez eux, et on va s'installer à côté pour pouvoir servir nos produits. C'est le seul pays au monde qui, pendant la pandémie, a mis des primes à ses entreprises pour aller s'installer à l'extérieur. Le seul. Tout le monde était en train de chercher à ramener, hein, vous avez vu tous les plans, les Japonais, les Indiens, etc. Tout le monde était en train de mettre des plans pour ramener de l'industrie, pour en profiter. Le seul qui a mis des incentives pour encourager les entreprises à s'installer ailleurs, c'est la Chine. Donc, ils ont retenu la leçon. Quitte à ce qu'on aille produire ailleurs, autant que ce soit sous notre drapeau. Donc, cette nouvelle division internationale du travail fait que les États-Unis sont le futur marché. Avec les barrières qui sont en train de être mises en place, on commence à avoir beaucoup d'usines asiatiques, beaucoup d'usines européennes. Parce que qu'est-ce que nous offrons aux Européens? Et là, je reviens. Nous offrons ce double accord de libre-échange. Ils ne l'ont pas entre eux. Donc l'aéronautique, par exemple, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi le contrat Boeing est intéressant? Parce que produire pour Airbus ici est naturel. On gagne en compétitivité, c'est pas loin. Tout va bien. De libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, on est dans une position assez intéressante et on a un avantage compétitif assez intéressant pour attirer les investisseurs. Donc voilà pourquoi ça n'est pas... Maintenant, on demande plus de choses, on demande du quiz, d'où la discussion sur Israël. Aujourd'hui, il y a des discussions, pas encore de réflexion pour Israël. De délocalisation de jobs qui sont au Maroc à l'étranger. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et ça ne vous a pas échappé. On est en train de délocaliser certains jobs où la pression, où la partie coût main-d'œuvre est importante, vers l'intérieur des terres. Vous avez vu du câblage qui est en train de partir à Meknès, etc. Donc on est en train de faire de la relocalisation ou de la délocalisation intérieure, avant que ça parte ailleurs. Et en espérant que ça parte ailleurs. Parce que le pays, plus il développera, plus le coût de la main-d'œuvre sera important, et plus le Marocain vivront mieux. Et puis s'il y a des choses qu'on ne doit plus produire, on ne les produira plus, si tant est qu'on produit de la valeur plus supérieure. On est en train de travailler là-dessus et d'accompagner ce développement, tout en essayant de préserver le maximum d'emplois chez nous, y compris en relocalisant ailleurs chez nous. L'exemple est très intéressant, est celui de Aptiv, on vient de lancer les travaux à Oujda. Alors Aptiv fait une usine à Oujda en prenant des machines qu'elle avait dans son usine à Tanger. Donc c'était de la valeur ajoutée moyenne. Et l'usine de Tanger, elle amène des machines plus sophistiquées pour faire des produits plus sophistiqués pour avoir de la main-d'œuvre qu'elle paye plus cher. Donc la relocalisation se fait aussi à l'intérieur. Bien. Alors, flexibilité du travail. Flexibilité du travail, oui. Et non. On a un code du travail. Il a des avantages et des inconvénients. Un de ses gros avantages, c'est qu'il est visible. On peut le mettre dans un business plan KML. Il y a des contrats projets. Ça existe. Il y a des CDD. Ça existe. Il y a de la flexibilité. On peut le mettre et le pricer. Et même les indemnités, on peut les pricer, même toutes. Donc on a un code du travail aujourd'hui qui est visible. Je pense qu'il a montré qu'il était suffisamment flexible. Et deuxième chose, vous avez vu pendant la pandémie, il a bien fonctionné. Et sur la base de ce code du travail, il y a des relations de travail qui ont été construites, qui sont intéressantes, intelligentes. Et je pense qu'on a atteint un degré de maturité et d'équilibre. Pourquoi, même s'il y a une volonté du gouvernement, notamment de mon collègue de l'emploi, de réfléchir dessus, personnellement, et ça c'est un avis personnel, je ne suis pas pour. Je trouve que c'est quelque chose qui est là, qui est visible, qui est connu, qui est priceable, qui peut mettre dans un business plan, y compris les indemnités de licenciement. Pourquoi créer une instabilité et un combat social pour quelque chose qui ne va pas forcément rapporter
la compétitivité attendue. Vous avez parlé de foncier de qualité. Moi, j'ai besoin de 3000 hectares pour les 5 prochaines années, je les ai. La réponse est claire. Oui. Et je travaille sur... J'ai 136 zones industrielles, 61 n'ont pas la qualité de service, etc., et de la spéculation, etc. Je suis en train d'essayer de requalifier, d'arbitrer et de changer. C'est un travail qui est en train d'être fait. On travaille sur une nouvelle loi sur les zones industrielles qui va ressembler à la BFA, syndic, etc., pour pouvoir suivre ça et gérer un peu mieux la spéculation. Le travail est en train d'être fait, et puis voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais essayer de faire rapidement, très rapidement, bien sûr, donner la parole aux étudiants. Mais je vais demander qu'on soit très, très concis. Allez-y, monsieur. Je vais prendre un lot de 5 questions, si vous me permettez, vu le temps qui court. Monsieur, alors, allez-y, votre question. Oui, monsieur. Vous présentez, s'il vous plaît, une question, si vous me permettez, qui soit la plus concise et la plus courte. Merci. Après, le monsieur là-bas. Je suis là. On va arbitrer. De l'autre côté là. Il faut demander aux organisateurs. Allez-y, monsieur, on va y aller un pas. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous, je me présente. Activez le micro, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Anna Chimchari, lauréat du master spécialisé accompagnement entrepreneurial à cette faculté. Monsieur le ministre, tout d'abord, je vous félicite pour cette intervention, vraiment une intervention très riche en termes d'information. Ensuite, je saisis cette occasion pour vous poser une seule question. Ma question est comme suit, il nous reste combien de temps pour arriver à la souveraineté industrielle? Et enfin, je vous souhaite le plein succès dans votre mandat en tant que ministre de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup. C'était très concis. Monsieur, le monsieur de l'autre côté, vous, monsieur. Après, on va désigner la troisième personne. Juste après le monsieur et l'autre côté, on va choisir. Mais très rapidement, s'il vous plaît, une question, si vous me permettez. Vous présentez le monsieur. Tout d'abord, je m'appelle Ayoub Hamdani. Je suis en deuxième année. Ayoub Hamdani. Je suis en deuxième année master accompagnement entrepreneurial ici à la faculté. Tout d'abord, je vous remercie énormément. Ouais. C'est ça. L'invitation du centre Links. Deuxième des choses, je tiens à remercier énormément mes chers professeurs, et plus particulièrement M. Loazani, nous avoir donné cette opportunité d'assister à ce type de conférence, de débattre et d'interagir avec des personnalités publiques comme vous, Monsieur le ministre. Donc ma question sera un petit peu orientée vers le champ de l'entrepreneuriat. Et je voulais bien sûr dire comment vous collaborez avec le ministère de l'Inclusion économique et de l'entrepreneuriat pour créer, je dirais, des pépinières industrielles. Et merci. Merci beaucoup. Monsieur. Rapidement, monsieur. Donc, on vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre brillante présentation. Moi, j'ai une petite analyse critique par rapport. S'il vous plaît, monsieur, le temps court, je vous serais plus que reconnaissant d'être concis et de poser une question. Je vous serais vraiment très reconnaissant pour pouvoir vraiment faire le tour. Si vous des perspectives, c'est-à-dire parce qu'on est à l'aube d'un changement radical au niveau de l'économie mondiale. L'Asie, tout ça, des nouvelles industries, etc. Moi, ce que j'ai vu une présentation brillante de la dynamique ou du travail que fait le ministère pour, je dirais, pour dynamiser. Et deuxièmement, moi, j'ai toujours l'impression que le ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est le ministère de l'Investissement étranger. Vous me corrigez si j'ai tort, je ne sais pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Babou. Désolé de vous avoir écouté. Monsieur au fond. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, monsieur. Une question, monsieur, mais rapide. Je vous serai reconnaissant. Parfait. Bonjour, merci beaucoup. David Assayac, citoyen marocain. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment
Je vous ai entendu parler de l'eau. Et l'eau, ça fait quelques années déjà que j'en parle. Et je parle de la reproduction du processus naturel de la pluie. Et donc, monsieur le ministre, j'aimerais pouvoir vous exposer la technique pour que nous disposons de 3500 km de côte et de 300 jours de soleil. Nous pouvons produire de l'eau par le même procédé de la pluie. Je suis disponible. Merci, monsieur Saïd, merci beaucoup. Merci infiniment. Si vous permettez, monsieur le ministre, si vous permettez, j'aimerais juste deux petites questions que je suis. Oui, mais ils sont très importants, ceci. S'ils sont très importants, je vais pour une fois abuser de cette autorité, poser deux questions qui sont très importantes à mon avis. La première, monsieur le ministre, c'est les directives royales qui ont été bien sûr rapportées dans le cadre du discours de l'ouverture de la session parlementaire pour la création de stocks stratégiques. Si je laisse de côté les infrastructures de stockage, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser éventuellement le PAI pour créer les infrastructures, je dirais, industrielles nécessaires pour répondre, bien sûr, à cette directive royale? La fiscalité, monsieur. Nous avons les carottes fiscales, et là je prends la casquette, oui, rapidement. Nous avons 5 ans d'exonération, nous avons 26% comme taux. Est-ce que c'est suffisant pour encourager l'industrie? Est-ce que la fiscalité actuelle, selon vous, et que fait le département pour convaincre les finances? Alors, une cinquième question. Monsieur. Merci, monsieur le ministre, le président Jacques Lafaux. Je voulais juste poser une question concernant la facilité justement d'entreprendre. Parler de l'industrie, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais quelles sont les facilités pour, ne serait-ce que déposer un dossier aujourd'hui au CRI, ça pose un gros problème, croyez-moi. Et je le parle par expérience. Nous avons énormément de problèmes. Il faudrait vraiment faciliter et mettre en sorte, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vous qui vous résolvez les problèmes de toutes les entreprises qui s'installent. La facilité d'installer une entreprise est primordiale. Donc pour la PME comme pour l'industrie, il faut absolument qu'on trouve des solutions. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est le problème, effectivement, de la gestion au niveau de ce que j'appelle, moi, les tribunaux sociaux. Ça pose un très gros problème. Il faut vraiment qu'on arrive au prud'homme. Ça suffit des tribunaux sociaux. Merci. Monsieur, donc je cède la parole à monsieur le ministre pour répondre à cette question. Alors, très belle question. Combien de temps pour arriver à la souveraineté industrielle? Jamais. C'est un process, c'est un chemin. Ça ne s'arrête jamais. Et il faudra qu'on gagne. On reculera, on avancera. On est au milieu des nations. Et la souveraineté industrielle, c'est trois choses. C'est d'avoir la capacité de répondre à ses propres besoins. Pas forcément sur place, mais la capacité à répondre à ses propres besoins. Stock stratégique, influence, pays amis, comme ce que font les autres, qui peuvent nous fournir, réseau logistique, etc. Donc il y a du physique, il y a du matériel et du immatériel dedans, et c'est un travail global. La deuxième chose, c'est, comment dirais-je, c'est d'être de plus en plus important dans les chaînes de valeur, d'avoir de plus en plus de place, de compter, et de compter pour les autres, et comme ça on compte pour eux aussi. C'est un rapport d'influence, un rapport de force, souveraineté. C'est pas seulement une équation. Et ce rapport de force, il faut être de plus en plus fort pour compter. J'ai jamais autant compté pour les gens depuis que je suis ministre. D'ailleurs, pas pourquoi, c'est un rapport de force. Je sais que demain, quand je serai plus là, je compterai un peu moins. Puis voilà. Donc c'est un rapport de force. Le troisième volet de la souveraineté, et qui est extrêmement important, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est c'est de ne jamais s'arrêter, d'être svelte tout le temps, d'être fort, de viser toujours haut, d'être toujours en forme olympique mondiale. Et il y a quelque chose que je déteste quand je l'entends, c'est une expression « la magie sweet ». Pour qui tu te prends? Eh bien, je me prends pour un Marocain qui va conquérir le monde. Alors, comment est la coopération avec le ministère de M. Skoury? Très bonne. On s'entend bien, c'est vrai que c'est de nouveaux périmètres entre la TPE
etc. Donc on a décidé ensemble de maintenir tous les dispositifs de soutien en attendant que la nouvelle stratégie arrive et qu'on articule cette nouvelle stratégie et ces nouveaux dispositifs avec l'existant. Et pour faire simple, ce que je lui ai dit, moi j'estime que j'ai un dispositif qui fonctionne assez bien, fais le tien. Et puis je mettrai le curseur et je reculerai pour compléter le tien et pouvoir donner au moins la même chose, si ce n'est mieux, en termes d'accompagnement des entreprises. Perspective, changement par rapport à la dynamique. Vous n'avez pas vu de perspective, vous avez vu plutôt une trajectoire. C'est exactement ce que je voulais faire. Pourquoi? Je refuse le terme de changement radical. Ces changements ont commencé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est une trajectoire qu'on vit. Soit on la voit comme des chocs brutaux, c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on la voit comme des chocs brutaux, comme le choc que nous racontait il y a une dizaine d'années le président Bonada, quand il me dit la première fois que j'ai été chez Ryanair, j'ai compris. J'ai compris que je n'allais plus avoir 40% de marché, mais 10%. Tout de suite, en rentrant dans leur locaux. En voyant que le bureau du PDG était dans le hangar, j'avais tout compris. Et là, le choc, il a eu 20 ans ou 15 ans avant tout le monde. Il les avait venir avant tout le monde, il a préparé l'atterrissage de la compagnie dans ce sens-là. D'ailleurs, ça avait choqué quand il avait dit qu'on aura 10% de part de marché à l'époque. Ça avait choqué tout le monde. Ah, comment? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on s'est dit, ils sont arrivés, voilà. Donc, c'est exactement ce que je voulais expliquer. Je voulais expliquer que c'était une trajectoire qui a commencé il y a très longtemps. Et sur laquelle on se prépare. Et on sait où on veut atterrir. Pays le plus compétitif du monde, créer 400 000 emplois en 5 ans. Les perspectives sont là. Monter en gamme, arriver à 400 milliards de dirhams d'exportation. Soit dit en passant, l'industrie a fait plus 100 milliards. Plus 100 milliards depuis 2015, c'est ça? On est passé de 193 milliards de dirhams d'exportation à 293 en 10 ans. C'est quand même pas mal. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on est en train de s'inscrire dans une trajectoire de temps long. L'atterrissage, on le connaît. Les perspectives, on les connaît. Mais ça ne vient pas d'hier. Ces chocs que vous voyez aujourd'hui sont des accélérateurs, plus que ce sont des mouvements de fond. Les mouvements de fond ont commencé il y a bien longtemps, et si on ne s'était pas préparé, on serait encore en train de décortiquer les crevettes. Excusez-moi pour l'expression. Bien. Les IDE, ministère des IDE, Sidi Chauffe. Je suis fier de cette appellation. Parce que les IDE, le monde entier se bat pour les avoir. Et si vous considérez qu'on est bon dans les IDE, merci beaucoup. On en a besoin de ces IDE. Pourquoi? Parce que c'est de la richesse qui est créée ailleurs et qui est investie chez nous. Donc, je suis très fier qu'on m'appelle comme ça. Continuez à m'appeler comme ça me fait plaisir. Monsieur Assayar, ça fait 15 ans ou 20 ans que je vous écoute à la CGM, Osmose Inverse. Je viens d'en parler d'ailleurs dans la désalination. Et je suis prêt encore à vous réécouter quand vous souhaitez. Stock stratégique, je pense qu'on en a parlé, c'est un complément et c'est des building blocks. On a des stocks, alors contrairement à ce qu'on croit, en termes de stock, on est pas mal. Alors ce n'est pas que les grands stocks qu'on voit, etc. Mais en termes de stock, on est pas mal parce qu'on a un réseau de distribution extrêmement fort, extrêmement développé. Parce que quand on voit par exemple le stock de farine, on ne le voit pas que dans les usines, etc., ou dans les grands silos, il faut le voir jusqu'à la fin de l'épicier. L'épicier, c'est 3 jours de stock, etc., et on remonte chez le grossiste, etc. Le stock, c'est quelque chose de global, on travaille, on les maîtrise. Vous avez vu aujourd'hui, pendant la pandémie, la capacité de répondre du Maroc à tous ses besoins, ça veut dire qu'il y avait une profondeur de stock, ça avait une capacité de gestion, une capacité de production. Il y avait tout, c'est tout ça. C'est tout ça. Même dans le stock en mer, il y avait une capacité de gérer les choses. Et très bien. Vous l'avez vu aujourd'hui aussi, avec cette crise, etc., y compris dans son conducteur, il y a ce pays, c'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui travaillent, qui étudient, qui suivent, jusqu'au plus profond détail à l'intérieur, jusqu'au plus profond détail à l'extérieur. Moi, je sais exactement maintenant aujourd'hui, parce qu'il y a un problème en Russie et en Ukraine, où sont les bateaux de charbon, quand est-ce qu'ils vont arriver, parce qu'on a l'électricité en dépend. Et on n'est pas gouverné par les amateurs. Les gens suivent de manière très précise et très claire ce qui se passe et comment ça se passe. Fiscalité, 5 ans, 26%. Vous avez raison, 26% n'est pas suffisant. Vous savez que l'atterrissage, on a démarré à 31, hein. On a eu des cadeaux. On
dans les 3 dernières années, malgré une conjoncture difficile. Donc ça montre à quel point l'industrie, on dira, on peut discuter, etc. L'industrie est une priorité pour l'État et les finances font les efforts qu'il faut pour la PME. L'atterrissage est prévu à 20% pour que l'écart entre les zones d'accélération industrielle et les autres zones soit que de 5. Et la facilité d'entreprendre, oui, vous avez raison. On a quand même gagné quelques places, des choses qui étaient mesurées par un indice qui aujourd'hui a disparu, mais que sont en train de recréer, mais sur des critères précis. Ça veut dire qu'il y a eu des évolutions assez intéressantes, peut-être plus réglementaires que sur le terrain. Nous, on a senti ça au niveau de l'industrie et on est en train de suivre de manière très très précise et très très pointue tous les dossiers. Et croyez-moi, s'il y a un dossier où il y a un problème, nos propres délégués vont le déposer au CRI. S'il y a un dossier où il y a un problème au CRI et que ça traîne un peu trop, ça remonte jusqu'à moi, j'appelle le ONI, s'il ne réagit pas, j'appelle le ministre de l'Intérieur, y compris pour les petits projets, pour que ça réagisse. Donc tous les